Bonsoir et merci de votre fidélité à cet écrit, le magazine consacré aux livres sur la RTB. Après Gassé Gallo, publié en 2012, Bonsoir et merci de nous suivre, publié en 2016, et Cro, les femmes ont déserté la maison, en 2016 toujours. Notre auteur de ce soir nous revient cette année avec des confidences à une consoeur. Vous l'aurez compris, il s'agit de Yacouba Traoré. Journaliste et ancien directeur général de la RTB, Yacouba Traoré est né à Dédougou. Il a grandi à Bobo-Dioulasso et il a passé plus de la moitié de sa vie à Ouagadougou. Venu sur le tard à l'écriture, Yacouba Traoré, l'enfant de Surukuki, comme il aime lui-même se faire appeler, ce quartier populaire de Bobo-Dioulasso, nous a habitués depuis peu à une écriture s'inspirant de son vécu de journaliste, mais aussi de son vécu d'enfant d'un quartier populaire. Yacouba Traoré, bonsoir. Bonsoir, professeur Nikindo. Merci de venir partager votre passion de la littérature avec nous. C'est nous qui vous remercions de nous recevoir. Ce soir donc, vous venez nous présenter votre dernier ouvrage, un essai littéraire intitulé « Un monde de murs et de pas mûrs » avec un sous-titre « Confidence publique à une consoeur de Dakar ». C'est un essai publié aux éditions CEPRODIF. C'est, que dis-je, une fête de la langue, pour reprendre les termes de Saïdou Al-Senibari, un grand critique littéraire. Et donc, une fête de la langue pour décrire la défaite de notre époque, en quelque sorte. Je ne sais pas si c'est véritablement une défaite. En fait, pour tout vous dire, je pense que moi, j'ai eu la chance de vivre sur 2 siècles. Je ne sais pas si c'est votre cas. Moi, je suis né dans la seconde moitié du XXe siècle. Dieu merci, je suis toujours là dans la première moitié du XXIe. Et je prends le plaisir de comparer 2 mondes que j'ai connus, le XXe et le XXIe siècle. Je m'amuse en les comparant et je fais un parti pris. Je prends parti. C'est comme si j'écrivais un éditorial. C'est-à-dire l'éditorial, cette production journalistique qui appartient au genre commentaire et qui permet aux journalistes, le commentateur en l'occurrence, de prendre parti. Je prends parti et je choisis le XXe siècle. Je dis à comparer les deux de mon point de vue, mon petit point de vue. Le XXIe siècle est une copie un peu pâle du XXe. Voilà, parce que j'ai l'impression qu'on invente rien. Ce siècle a du mal à s'inventer. Ce siècle a du mal à se créer. Il le prend tout, j'ai l'impression encore, sur le XXe, mais je me demande s'il le prend bien. Voilà, c'est un peu ça. Je prospecte un peu les domaines auxquels je m'intéresse dans ma vie courante, que ce soit le domaine du journalisme, le domaine de la politique, le domaine du sport. Je regarde un peu tous les domaines et je ne vois pas en quoi le 21e est meilleur au 20e. Mais c'est un éditorial, quelqu'un d'autre. Vous, par exemple, vous pourriez, avec des arguments contraires, trouver que le 21e est meilleur au 20e. Justement, voilà. Cette Macédoine littéraire que vous nous gratifiez à travers un monde de murs et de pas mûrs, avec pour sous-titre « Confidence publique à une consoeur de Dakar », c'est un livre de 123 pages. Oui. C'est juste un petit piment, si on peut le dire ainsi. Oui. Et votre consoeur en question est à Dakar. Oui. Vous l'avez rencontré lors de vos reportages sur le terrain. Oui, en Allemagne. En Allemagne. À l'occasion de la chute du mur de Berlin. On était en 1989. Un peu plus tard, en 91, parce que le mur est tombé en 89, et nous avons été invités par l'ambassade de la RFA à l'époque, la République fédérale d'Allemagne, pour voir comment se faisait l'unification entre les deux Allemagnes. Donc c'était en 1991.
Et le livre, avant même l'incipit, je rappelle que c'est le premier paragraphe, chez les journalistes on dit l'accroche. Avant l'incipit, le livre s'ouvre sur une citation, celle de John Fitzgerald Kennedy, où vous dites trop souvent, nous nous contentons de confort de l'opinion sans faire l'effort de penser. Est-ce qu'aujourd'hui, nos contemporains, vos contemporains, sont devenus paresseux? Non, moi je parle surtout de votre génération. Moi je suis votre aîné. Nous n'avons pas forcément été à la même école. Voilà. Je trouve que nous, peut-être que c'était plus facile pour nous. Le monde était bipolaire. C'était soit ce côté du mur à droite, soit l'autre côté à gauche. Soit le libéralisme, soit le matérialisme, ainsi de suite, peut-être ça. Mais je pense que nous avions des ambitions, on défendait des idéologies. Aujourd'hui, l'engagement politique, c'est quoi? L'engagement est devenu un gagne-pain. On ne s'engage pas par conviction. On ne s'engage pas pour un idéal. On s'engage pour manger. C'est ça que moi j'appelle la démission. Je trouve que votre génération a démissionné comparativement à la génération de ceux qui sont nés en 1950, une fois de plus, de ceux qui sont nés du temps du mur. Oui, mais voilà. Est-ce que cette génération, peut-être vous allez me dire peut-être le contraire, est-ce que cette génération n'est pas installée sur un confort peut-être créé par la génération d'avant? Peut-être que c'est notre faute aussi. Peut-être que c'est notre faute. Il y a certaines réflexions, certains raisonnements plutôt quand j'écoute. Je trouve que, comme le dit Kennedy, on se contente du confort de l'opinion sans faire l'effort de penser. Est-ce qu'on pense même? Que devient la pensée? Vous voyez, je ne raconte pas, excusez-moi, n'importe quoi. Regardez au XXe. Le XXe, c'était qui les grands hommes? Quand on disait XXe siècle, on voyait De Gaulle, l'homme de la Deuxième Guerre mondiale. On voyait Staline, on voyait Lénine et autres. Aujourd'hui, c'est qui? Aujourd'hui, les grandes figures politiques du XXIe, il ne faut pas les chercher au niveau des politiques. Je ne pense pas. Pour moi, Trump, il est plus entrepreneur qu'homme politique. C'est un entrepreneur immobilier. Aujourd'hui, au XXIe siècle, quand on parle de grandes figures de ce siècle, on parlera de Mark Zuckerberg. Facebook, le fondateur de Facebook. Facebook, en 2004. On parlera de qui? On parlera de Steve Jobs. Avec Apple. Avec Apple. On parlera de quoi? On parlera des GAFA. Google, Apple, Facebook, Amazon. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui... Les Chinois ont Alibaba. Ben voilà. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, le Danemark a nommé un ambassadeur auprès de ces grandes entreprises de la Silicon Valley? Il y a 1 an. Et ils disent qu'ils auront les mêmes relations avec ces entreprises, les GAFA, les mêmes relations qu'ils auront avec un pays comme la Grèce. Oui, là on développe une intelligence économique. Vous savez, quand le monde appartient aux entreprises, quand le monde n'appartient plus au grand courant de pensée, l'idéal, ça devient quoi? Ça devient le profit, rien que le profit. Et c'est ça qui m'inquiète. Et dans un premier texte intitulé Parti pris, rien que des murs, vous dressez, comme dans un procès, un tableau, somme toute, détestable de notre présent. Le 20e et le 21e siècle. Vous parlez de l'effondrement du mur, qui n'a pas consacré la dislocation de cette bipolarisation, mais beaucoup qui a créé plus
de murs. Oui. On va y arriver. Vous parlez aussi de la dislocation de l'Union soviétique, vous évoquez les questions de terrorisme, la montée des nationalismes, du populisme, et puis, en somme, un cocktail détestable de ce présent. Bon, je ne sais pas si c'est détestable ou pas, je ne sais pas. Mais une fois de plus, je pense qu'au XXe siècle, ce n'était pas, n'est-ce pas, le cas. Le XXe siècle finit quand? De mon point de vue, ce n'est pas en 2189, avec l'écroulement du mur. Sur le plan des relations internationales, c'est un autre monde. C'est un autre monde différent du monde qui a été généré par la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Vous voyez? Donc, si on prend le temps du mur une fois de plus, c'est-à-dire avant 1989, il y avait 11 murs de séparation au monde. 10 en plus du mur de Berlin. Aujourd'hui, il y en a combien? 65. 65. Il y a des gens qui ont fait le calcul mis bout à bout. Ça fait la circonférence de la Terre. On a détruit le mur, mais les choses se sont passées comme si c'était un appel d'air pour la construction d'autres murs. Et je l'ai dit dans mon bouquin, il ne faut pas que les Africains s'enorgueillissent, même eux, ils comptent leurs murs. Que ce soit entre l'Afrique du Sud et le Botswana, que ce soit tout récemment, entre la Libye et puis la Tunisie, que ce soit entre l'Algérie et puis le Maroc, il y a des murs un peu partout en Afrique. L'Afrique aussi compte ses murs. Et je le dis, dans des pays comme l'Irlande, à Belfast, il y a des quartiers où il y a des murs entre catholiques et protestants. Ils n'ont pas le droit de se mêler. Vous voyez? Donc, tant qu'à faire, moi je préfère le temps où il y avait un seul mur qui avait du sens. Et mon problème aujourd'hui, c'est que ce 21e siècle me paraît illisible. Ça me paraît illisible. Je regarde, c'est illisible. C'est pas transparent comme le 20e. Voilà. Justement, on le comprend dans votre ouvrage, puisque vous écrivez qu'après la chute du mur de Berlin, qui devait consacrer une nouvelle ère, la fin de la balkanisation du monde, finalement, on s'est retrouvé avec des murs partout. Oui. Et vous convoquez la politique, vous convoquez le sport pour venir répondre. Aussi, oui, je regarde aussi du côté du sport. Même le sport, ce n'est plus ce qu'il était. De mon point de vue, une fois de plus, c'est un édito. Vous voyez, je disais tout récemment à des journalistes sportifs, je dis, moi je n'ai rien retenu de la dernière Coupe du Monde. Moi, dans mes souvenirs, la meilleure Coupe du Monde, c'était la Coupe du Monde 70. Remportée par le Brésil contre l'Italie, 4-1, but de Pelé, de Rivellino, de Zerzi. Voilà. On va y arriver. Oui, on va y arriver, ok. D'abord la politique. Oui. Il est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes à une époque où on peut le dire, le communisme est mort, où il est en phase, voilà, en agonie. Mais la démocratie libérale non plus ne se porte pas bien. Du tout. Quand on voit ce qui se passe à travers le monde avec la montée des nationalismes, des populismes, quand on voit aux États-Unis un certain Trump qui devient président et qui, dans sa démarche, veut changer les relations géopolitiques, il y a de quoi s'inquiéter. Et c'est ce que vous relevez dans ce livre. Finalement, quand on vous suit, dans votre analyse, Yacouba Traoré, on est déboussolé. Ah ouais. Le monde du 21e siècle est à la croisée des chemins. Maintenant, que faire? Ne soyez pas déboussolés, faites l'effort de ne pas être déboussolés. Moi, je dépeins une situation. Je procède à une sorte de comparaison entre deux situations. Et je prends, en fait, mon parti. C'est tout. Mais je n'ai pas dit que
c'est la catastrophe. Moi, ce qui m'importe dans cette première partie, que j'ai intitulée « Parti pris » volontairement. Vous verrez dans le livre, je n'ai pas dit première partie, j'ai dit parti pris. Et d'où vous mettez l'objectivité du journaliste? Non, c'est pas ça. D'où vous mettez sa neutralité? Non, en matière d'éditorial, on ne parle pas vraiment. L'objectivité, vous savez, c'est une quête. Parce que le journaliste, même le choix des mots, au lieu de dire qu'il est mort, on dit qu'il est décédé, machin, c'est un choix, ça déteint sur l'objectivité. Même le choix des mots. L'objectivité, c'est un idéal qu'il faut toujours avoir en tête. Mais ça ne dispense pas, ça n'empêche pas le journaliste de prendre parfois position. Non. Face au nazisme, vous faites comment? Parce que vous êtes journaliste, vous êtes objectif? Non. Le journaliste aussi a une mission. Il a une responsabilité sociale, parfois historique, qu'il est obligé de prendre. Moi, je prends parti, je ne le cache pas. Voilà. Moi, ce que je dénonce ici, c'est l'hypocrisie internationale. C'est cette hypocrisie internationale qu'il y a dans les relations, n'est-ce pas, entre... C'est surtout ça. Où on dénonce le terrorisme et on compose avec le djihadisme. Exactement. Où, voilà, on va dire, combattons Al-Qaïda, et puis de l'autre côté, on dit Al-Nusra fait du bon boulot. C'est quoi Al-Nusra? C'est une émanation de Al-Qaïda. Où il y a du 2 poids 2 mesures. Regardez ce qui se passe au Yémen. Où des enfants sont bombardés tous les jours. Par qui? J'ai peur de le dire. Pourquoi on ne dit rien? Parce que c'est l'allié des puissants du moment. Parce qu'il a du pétrole. On parle plus de ce qui se passe au Venezuela aujourd'hui que de ce qui se passe au Yémen. Imaginez un seul instant, si c'était l'Iran qui était responsable des bombardements au Yémen, qu'est-ce qui allait se passer? On allait parler encore de communauté internationale. C'est quoi cette communauté internationale? Est-ce que nous faisons partie de la communauté internationale? Je ne le pense pas. Vous voyez, moi c'est ce que je dénonce. Un. De deux, ce que je dénonce aussi, on croit qu'on crée en ce 21e siècle, alors que tout avait été créé. Aujourd'hui, je vais me prendre cet exemple. On parle, j'entends IBK, j'entends DSK. JFK. Tout ça, ça vient de JFK. C'est parce que John Fitzgerald Kennedy a eu ce sobriquet JFK. On a des DSK, on a des IBK, on a des RFK, Roger Félix Cassis, ainsi de suite. Tout ça, ça s'appelle quoi? Quand on dit, deuxième exemple, pour illustrer, quand on dit, après certains attentats, je suis Ouaga, je suis Paris, moi je suis Londres. Je suis Montréal. Je suis Montréal. Écoutez, John Kennedy, de l'autre côté du mur, pendant la guerre froide, qu'est-ce qu'il a dit? Moi, je suis un Berlinois. Qu'est-ce que vous avez inventé? Rien du tout. Rien n'a été créé. Et je me suis amusé à cette comparaison, même le slogan de Obama. Pour vous, quand on vous lit dans cet essai, John Fitzgerald Kennedy, c'est le plus grand politicien. Non, moi, John Fitzgerald Kennedy, si vous me dites de citer 3 personnalités du 20e siècle, je vous dirais Kennedy, je vous dirais Mandela et je vous dirais Mohamed Ali. Justement, on va s'arrêter juste un moment, le temps d'avoir une lecture d'une partie de ce premier texte avec Modeste Ouédraogo et ensuite on reviendra dans les échanges. Ce siècle célèbre le triomphe de la complaisance gâteau. Il génère un système dans lequel la communauté internationale se fiche éperdument des règles censées réguler les relations internationales. C'est un système qui dénonce l'islamisme et compose avec le djihadisme. Il combat Al-Qaïda, mais défend Al-Nusra. Du premier, il dénonce les crimes contre l'humanité, tandis que du second, il soutient qu'il fait du bon boulot.
Drôle de manière d'accorder à cette ténébreuse organisation du crime un permis légal de tuer. Dans ce système, la communauté des nations tolère qu'une seule nation décide du sort d'une autre nation en outrepassant le mandat des nations. Elle décrète l'élimination physique de l'ordre et galvanise le désordre à s'emparer du pouvoir. Elle jubile lorsque l'allié terroriste accède au trône de l'ennemi dictateur et rassure les inquiets. N'ayez crainte, nous savons ce que nous faisons. Ils ne sont pas tous mauvais. Il y en a qui font du bon boulot. Tu t'interroges sur la situation en Libye, en Égypte et en Syrie. Ils applaudissent à tout rompre. Hourra, c'est le printemps des peuples. Vive la liberté. Du temps du mur, la boxe était un art et Ali en incarnait la noblesse. Il dansait autour de son calangueur comme un funambule, volait comme un papillon, le piquait comme une abeille, dansait, volait et piquait encore. Après le mur, la boxe perdit de sa noblesse et Tyson en usa pour régler ses comptes. Du temps du mur, les footballeurs étaient des artistes et leurs œuvres avaient du génie. En Hollande, la sélection batave conduite par son libéraux Rudy Krol et son meneur Johan Cruyff inventèrent la défense en ligne. En Espagne, le Barça composa le tiki-taka, tandis qu'au Brésil, en inaugurant le fla-flou, les derbys entre Flamengo et Fluminense immortalisaient le charme du football samba. Merci à vous, Modeste Ouédraogo, pour cette belle lecture. Alors, Yacouba Traoré, on le voit, c'est comme un désaveu de ce présent. Vous ne laissez rien. La politique, la géopolitique, mais aussi le sport. Avant le mur, le sport, c'était un plaisir. Aujourd'hui, le sport est devenu plus qu'un plaisir. Il y a une sorte de perversion du sport par l'argent ou par le pouvoir financier. Moi, en fait, pour vous rassurer, moi, je n'écris pas, je convoque des images. Il a parlé tantôt de la boxe, de Mohamed Ali, hein, qui volait comme une abeille, comme un papillon, qui piquait comme une abeille, qui cognait. C'est le slogan de Mohamed Ali. Mohamed Ali était un grand du XXe siècle. Aujourd'hui, c'était le champion du monde des poids lourds. Aujourd'hui, si vous me demandez, c'est qui le champion du monde des poids lourds? Moi, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Ce dont je me rappelle seulement après le mur, c'est ce combat entre Tyson et Holyfield, lors duquel Holyfield a eu les oreilles, un morceau d'oreille arraché. Est-ce qu'on est dans le sport? Donc, moi, je convoque des images. Il y a eu le tiki-taka qui continue avec le Barça, les classicos au Brésil entre Flamengo et Fluminense, ça s'appelle le fla-flou. Ça a ajouté de la valeur. Voilà, les Bataves, les Hollandais, Krol qui a entraîné à un moment donné l'équipe nationale de l'Égypte, les Hollandais, Krol et de Cruyff, ont créé la défense en ligne. Le sport était un art. Aujourd'hui, le sport, c'est devenu l'enjeu, c'est devenu l'argent. Et comme je vous l'ai dit tantôt, moi, cette Coupe du Monde-là, j'ai pris plus de plaisir à suivre la finale de la Champions League entre le Real Madrid, parce qu'au Real, il y a un certain Zidane, et Liverpool, parce que là-bas, il y a un certain Salah et puis Sané, qui sont des Africains. J'ai pris plus de plaisir à suivre ce match-là qu'à suivre toute une finale de Coupe du Monde. Je n'ai rien retenu. Pour moi, ça dégringole. Le football n'est plus spectaculaire? Non, ça ne m'intéresse pas. Regardez sur le plan national. Quand on parlait de Félix, le chef d'escadron Félix Tchamtaraboum, qui fut président de l'USO, qui est venu, qui a transformé l'environnement du football au Burkina, créé le système Silure, Kadiogo, ainsi de suite. Et les Kadiogo étaient, le Kadiogo a été en demi-finale de la Coupe d'Afrique des clubs champions.
Les 6 Lions ont été en quart de finale de la Coupe d'Afrique, le champion. Le Cadio a battu l'Ashanti Kotoko à Koumassi, avec le ballon d'or africain. Hein? Le Golden Boy, Abdul Razak. Vous voyez, ça, moi, ce sont des moments. Aujourd'hui, quand je vois Bertrand Traoré jouer, quand je vois Bertrand avec Lyon, je suis très content. Je suis très content. Mais de manière dont on parle plus de business que de... Il n'y a plus d'engagement, il y a plus de plaisir, il n'y a plus de passion. Tout est devenu... C'est léger. Donc, Yacouba Traoré, politique, oui. Sport, oui. Diplomatie, changement climatique. Finalement... Samben Ousmane m'a dit, l'Afrique n'est pas dans la mondialisation. L'Afrique est à la périphérie de la mondialisation. Et je suis d'accord avec lui. Nous sommes des clients des produits de la mondialisation. Vous voyez, je vous parlais aujourd'hui de l'hypocrisie internationale. C'est quoi? C'est des idées. Nous consommons une sorte d'idée de masse, comme on consomme des produits de masse, du gin, exactement comme ça. Quand un monsieur vient vous dire l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, l'Afrique a besoin d'institutions fortes. Moi, je suis d'accord. Mais je n'aime pas les raisonnements carrés. L'intellectuel, c'est celui qui relativise. Moi, quand j'étais au lycée, j'ai lu Blaise Pascal, qui dit « La force sans la justice est tyrannique. La justice sans la force est impuissante. » Les deux là, je prends lequel? Est-ce que vous faites cet effort-là? Excuse-moi, je parle de ta génération. Parce que le jour où j'ai appris, j'étais ici, dans mon bureau là, on m'a dit que ça chauffe en ville. Et il y avait des militaires qui voulaient casser du policier. Je vais aux nouvelles, qu'est-ce qui se passe? J'apprends que non, il y a les militaires, un groupe de militaires qui étaient partis pour voir un concert de coupé-décalé. Un concert de coupé-décalé. Les policiers qui étaient à la porte ont refusé qu'ils rentrent et ils sont venus leur tendre un guet-apens à une patrouille de policiers à cause de coupé-décalé. On va où? On va brûler le pays à cause du coupé. Est-ce qu'il y a de la réflexion? Donc, on est dans un monde de saupoudrage. On est dans un monde où c'est que du vernis. Pourtant, cette génération a tout. Elle a tout. Elle a le savoir à disposition. Comme le disent, comme le dit le Ouagalais, ordinaire, c'est versé sur le net partout. Mais comme je le dis, quand les grandes entreprises dirigent le monde, le savoir, ça devient secondaire. Pourtant, nous en avons besoin. On va s'arrêter là pour cette première partie de cette émission consacrée à votre essai « Un monde de murs et des pas mûrs », confidence publique à une consoeur de Dakar. La semaine prochaine, on reviendra certainement sur la seconde partie. Merci d'être venu ce soir pour partager le contenu de votre ouvrage avec nous. Voilà, c'est tout pour ce numéro de cet écrit de ce soir. Merci de votre attention et à la semaine prochaine pour un autre numéro, la partie 2 du livre consacré à l'essai « Un monde de murs et des pas mûrs ». Au revoir.